Oui, donc c'est bien de commencer les questions par la clinique, oui, qui certainement est la source d'information la plus importante sur l'angoisse. Et la caractéristique de la clinique psychanalytique est d'être principalement déterminée par l'angoisse. Contrairement à ce qu'on voit par exemple sur le plan médical, psychiatrique, où on s'intéresse au comportement, surtout des gens, on décrit les comportements et on essaye d'adapter le comportement à une norme. Du point de vue de la psychanalyse, l'angoisse est déterminante, elle est essentielle parce qu'elle impose un rythme au travail clinique. Qui suit au plus près la manifestation de l'angoisse, l'émergence de l'angoisse. Et on peut dire que les différentes structures cliniques sont des sortes de constructions, des remparts contre l'angoisse. Pourquoi? Parce que l'angoisse est peut-être le bien le plus communément réparti parmi les hommes. Chacun a sa forme d'angoisse, chacun développe sa forme d'angoisse. Le pauvre est angoissé parce qu'il est pauvre, et le riche, il est angoissé parce qu'il est riche, parce qu'il n'a pas assez. Celui qui dépense l'argent, qui est dépensier, il calme son angoisse. L'avare, celui qui veut garder l'argent, il calme son angoisse. Donc chacun développe une façon, le criminel, il calme son angoisse en commettant un crime. Celui de juste, il calme son angoisse en faisant le bien. Et donc si on a ça à l'esprit, ça permet de relativiser la plupart des concepts que les différentes traditions ont élaborées pour penser la vie humaine, et ça permet surtout d'entendre quelque chose à l'acte. Il y a un rapport très précis entre l'angoisse et l'acte. Et donc ça, c'est un point qui est à développer, mais le début de la clinique psychanalytique a été dans une très large partie marquée par une réflexion sur l'angoisse. Et donc c'est par rapport aux différents mécanismes que les uns et les autres développent qu'on développe différentes catégories cliniques. En gros, névrose, psychose, perversion, mais on peut aussi ajouter psychosomatique, parce que si c'est quelque chose probablement c'est une structure qui est à part, qu'on ne peut pas comparer ou confondre avec les autres. Dans la névrose hystérique, qui est la première structure que Freud a décrite, on assiste à une attitude bien précise que le sujet hystérique développe par rapport à l'angoisse. Et l'hystérie a été tellement déterminante dans l'élaboration de la clinique freudienne parce qu'elle nous enseigne quelque chose. Comment entendre quelque chose à l'angoisse du névrosé. Donc Freud s'est aperçu que cette angoisse était, ou que plutôt sa symptomatologie était très liée à la sexualité, que c'était une façon d'érogénéiser, d'érotiser le corps entier, et plein d'activités, la relation avec l'autre aussi, d'érotiser les relations, et que c'était une façon de dévier d'un endroit du corps qui d'une certaine façon était exclu, et qui dans la névrose hystérique traditionnelle
est insensibilisé. Il y a une forme de désensibilisation de la zone génitale au profit d'une érotisation du reste du corps. Ce qui fait que n'importe quelle partie du corps peut, et bien sûr c'est toujours une zone privilégiée que chaque sujet choisit, mais il est libre dans le choix de cette zone du corps qui est érotisée, ce qui entraîne une forme de jouissance à ce niveau-là, et donc un symptôme qui se balade à travers tout le corps, à la surface du corps, mais aussi dans la profondeur du corps qui le traverse, qui lui donne une autre structure, une autre constellation. Le corps est d'une certaine façon reconstruit d'une autre façon et selon une structure qui n'est pas celle de l'anatomie. Ça, c'était une des premières grandes découvertes, qui n'est pas celle de Freud, mais déjà de Charcot et d'autres, c'est qu'il y a des paralysies qu'on a qualifiées d'hystériques et qui n'empruntent pas les territoires habituels de l'anatomie. Et donc, un des premiers travaux que Freud a fait, que Charcot lui a demandé de faire, c'est d'établir la différence entre la paralysie hystérique et la paralysie neurologique. C'est un travail absolument remarquable où il montre justement que le territoire emprunté n'est pas celui d'un nerf, donc de l'anatomie, mais un territoire qui correspond à une autre logique. Alors la fonction d'un symptôme hystérique, comme d'autres symptômes aussi, c'est de contourner l'angoisse, d'éviter l'angoisse. C'est pour ça qu'on a parlé de la belle indifférente, donc celle qui, on a tendance à féminiser l'hystérie, parce que traditionnellement ce sont les femmes qui sont hystériques, mais Freud a pu démontrer à la suite d'autres aussi que l'homme peut tout aussi bien être hystérique et que c'est l'hystérie de l'homme contribue à le féminiser, donc aussi à le transformer, à transformer son rapport au corps et à l'érotisme. Et donc c'est une façon d'éviter l'angoisse. Et le grand enseignement de l'hystérie, c'est de montrer que cette angoisse, l'angoisse majeure, concerne la sexualité, de façon plus précise la génitalité, qui de cette façon-là est évitée. Ce qui est évité, c'est une angoisse majeure qui se produit à ce niveau-là, qu'on appelle l'angoisse de castration. Toute la clinique psychanalytique est déduite de cela, de cette première observation que le symptôme hystérique vise à éviter l'angoisse de castration. Ce qui fait que, alors on ne peut pas dire que est-ce que c'est une forme spécifique d'angoisse, on pourrait dire que c'est une forme spécifique de construction contre l'angoisse, de défense. C'est pour ça qu'on parle de mécanisme de défense. Dans les études sur l'hystérie, qui est le premier travail majeur de Freud sur la clinique psychanalytique, qui va devenir psychanalytique parce que le terme n'existe pas encore. À ce moment-là, c'était en 1895, c'est de montrer que il écrit dans ce livre que tout est défense. Alles ist Abwehr. Donc, et c'est un leitmotiv qui va le poursuivre jusqu'à sa fin. Alors on peut, et c'est par analogie qu'il développe les autres structures cliniques. Par exemple, de la névrose obsessionnelle, il dit que c'est un dialecte de l'hystérie. Donc c'est comme si l'hystérie était la langue fondamentale du corps, de l'érotisation du corps, et que les autres structures sont des dérivés. Donc c'est un dialecte
cette langue fondamentale qui nous est enseignée par l'hystérie. Ce qui fait que la névrose obsessionnelle se caractérise par ce qu'on appelle souvent une érotisation de l'esprit ou de la pensée. Il y a aussi une forme d'érotisation, d'érotisme, mais qui est déplacée loin du corps. C'est pour ça qu'on parle d'une tendance centrifuge, donc qui est à distance d'un centre, du centre, de là où justement se situe l'angoisse, qui est l'angoisse de castration. Et qui est parfois une difficulté dans le traitement de la névrose obsessionnelle, qui est tellement bien organisée qu'on n'a pas tout de suite accès à ce centre, à cette angoisse de castration, parce que pour lui, les choses se situent ailleurs. Il est tellement loin qu'apparemment, il est sans affect. Alors que l'affect est beaucoup plus important dans l'hystérie, et donc l'hystérie est plus accessible à une transformation de son symptôme en angoisse que la névrose obsessionnelle, qui souvent arrive à éviter l'angoisse de façon beaucoup plus manifeste et plus longtemps dans le temps. Alors que pour l'hystérie, donc, ça se passe différemment, c'est le rapport au temps qui est différent, le rapport au corps et aussi le rapport à l'angoisse. L'angoisse, d'une certaine façon, sanctionne, c'est une forme de scansion qui intervient dans les sciences de psychanalyse, une scansion qui peut être repérée par rapport à la manifestation de l'angoisse. Si l'angoisse se manifeste, c'est toujours un bon signe. Donc c'est aussi important d'expliquer à l'analysant que peut-être en avançant, il va aller moins bien. Alors qu'il était bien organisé, et pour quitter cette organisation, pendant un certain temps, il risque d'aller moins bien. Parce que ce qui va apparaître, c'est de l'angoisse et qui peut conduire jusqu'à l'interruption du traitement. Chez certains, l'angoisse devient telle qu'ils préfèrent arrêter le traitement et retourner dans l'ancien mode de fonctionnement, dans l'ancien mécanisme, un mécanisme de défense où ils ne se sentaient pas bien, mais qui leur a donné quand même une certaine sécurité. Et donc une certaine sécurité et donc aussi un certain nombre de bénéfices secondaires qu'on tire d'un arrangement qu'on trouve avec la jouissance. Pour sortir, pour faire bouger quelque chose sur le plan clinique, on est obligé de passer par l'angoisse qui introduit un temps nouveau et qui permet, mais aussi oblige le sujet à quitter une position de défense où il avait sa sécurité. Et donc on peut préciser aussi que c'est, en dernière instance, c'est se protéger contre je dis l'angoisse de castration, c'est se protéger contre la castration de l'autre. Parce que c'est toujours celle-là qui est redoutée. Et la position de défense vient à la place d'un manque de sécurité qu'il trouve au lieu de l'autre. Ce qui, dans la relation, dans toute relation humaine, est un facteur essentiel et surtout dans la relation amoureuse, c'est le manque de sécurité, de ne pas savoir ce qui se passe chez l'autre, de ne pas trouver cette certitude chez l'autre qu'on voudrait avoir. Et dans la relation entre hommes et femmes, mais dans tous les couples, quels qu'ils soient, c'est un domaine très important d'obtenir, donc c'est l'exigence d'obtenir une forme d'assurance de la part d'autrui.
mais si on raisonne en termes de manque essentiel, fondamental dans l'autre, c'est plutôt une absence d'assurance, une absence de certitude, mais même dans cette absence de certitude, c'est le socle le plus solide qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que mais c'est tout un cheminement pour arriver jusque-là. C'est la raison pour laquelle aussi dans un certain nombre d'analyses apparaissent des questions de religion, la question de foi, de la foi dans l'autre, dans un autre qui serait complet. Et la complétude de l'autre, c'est une certaine représentation de Dieu. Voilà. Mais c'est aussi la raison pour laquelle Lacan dit que la psychanalyse est référée à un athéisme radical. Un athéisme radical, ce qui ne veut pas dire forcément l'absence de Dieu ou la mort de Dieu, comme Nietzsche l'a formulé. Lacan dit la formule de l'athéisme, c'est que Dieu est inconscient. Mais on peut le dire aussi encore autrement, que la formule de l'athéisme, c'est que l'autre est fondamentalement incomplet.